Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du pay-per-view qui a eu lieu ce dimanche soir, WWE Hell in a Cell, le pay-per-view du coup de la WWE. Comment dire, c'était pas le pay-per-view que je souhaitais avoir pour la première fois que je devais vous faire une review. C'était pas top quand même, on va pas se mentir. Et au niveau des pronos, bah écoutez, sur les 4 matchs que j'ai eu à vous pronostiquer, je n'ai pas eu un seul résultat de correct. Donc voilà, ça résume bien la soirée. Je suis encore un petit peu énervé quand même par rapport notamment à la fin du show. On en reparlera tout à l'heure. Alors, Hell in a Cell qui a eu lieu ce dimanche. Il y avait 4 matchs annoncés à 1 heure du pay-per-view. Donc autant dire que niveau construction de cartes, c'est pas top. On a eu des matchs qui nous ont été annoncés après via les réseaux sociaux pour compléter un petit peu la soirée. On va commencer du coup avec le premier match qui va avoir lieu dans le kick-off entre Lacey Evans et Natalya. Un match assez rapide en 9 minutes qui n'a pas montré grand chose à part le fait que Natalya a remporté ce match avec son sharpshooter, donc elle a fait taper Lacey Evans. Et après le match, écoutez, elle lui a mis une woman's right, donc un coup de poing avec son poing droit. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait dans ce match, c'était pas top. Donc voilà, c'était le match du kick-off. Alors, après ça, on va passer du coup sur le match de la carte principale, sur les matchs de la carte principale. Avec le premier match, on va avoir Becky Lynch contre Sasha Banks à l'intérieur de Hell in a Cell, donc la grande cage rouge. Le combat va commencer avant le début du match, c'est-à-dire que Sasha va attaquer Becky Lynch avant que la cage ait eu le temps de finir de descendre, donc elles vont pouvoir commencer comme ça leur combat en dehors de la cage, et avant même que l'arbitre ne sonne la cloche, donc ça a permis de lancer un petit peu les choses un petit peu plus rapidement que ce qu'anticipé. Ça c'était assez sympa, on a eu un bon match je trouve, pas mal d'armes utilisées. On a d'abord eu Becky qui s'est servi de la chaîne qui servait normalement à fermer la grille de Hell in a Cell pour pouvoir mettre des coups de poing à Sasha. Et ensuite elles sont allées chercher sous le ring différentes choses. Elles sont allées chercher des tables, des échelles, des chaises, beaucoup de chaises même à un moment. Et des kendo sticks. Donc ça a permis de faire plusieurs spots assez sympas, notamment un où Becky assoit Sasha sur une sorte sur des chaises qui sont bloquées dans la cage par des kendo sticks et pour pouvoir du coup attaquer directement depuis le ring pour mettre un coup à Sasha Banks. Donc ça c'était un spot assez sympathique. Il y a également une chaise qui était prise dans la cage également au moment où Becky arrive et se plante complètement dedans. Donc ça c'était des choses qui sont assez sympas. Ensuite on est revenu un petit peu dans le ring quand même pour terminer un peu ce match. On a eu donc notamment, je suis en train de regarder un peu mes notes, Sasha qui a fait notamment une prise assez sympathique sur Becky en sautant de la deuxième corde les deux genoux en avant pour permettre à Becky de s'écraser à l'intérieur d'une table. Ça c'était plutôt bien. Et après ça on a sorti des chaises, beaucoup, pour pouvoir terminer avec une prise de Becky qui attaque depuis la deuxième corde Sasha pour lui faire un suplex. Et après ça qui fait son désarmeur, donc sa prise de soumission, pour faire taper Sasha assez rapidement. Même s'il a essayé de tirer les cheveux de Becky pour essayer de casser un peu la soumission avant de taper. Donc voilà, un petit match en 21 minutes, ça lance plutôt bien le show, c'était un match assez sympa à regarder. Jusque là le show se passe plutôt bien, donc voilà, plutôt cool. J'étais très content du coup de ce match pour le moment. Donc voilà, donc par rapport à mon prono, moi j'avais pronostiqué Sasha Banks vainqueur de ce match, ça n'a pas été le cas, c'est Becky Lynch qui a gardé le titre, donc peut-être que finalement elle restera à Raw lors du draft de vendredi prochain et du lundi qui suit. On verra bien ce que ça va donner. Ou alors peut-être qu'ils trouveront un moyen lors de Raw de lui faire perdre le titre. Mais bon, ça on verra ça dans les prochains jours. Alors, ensuite, on enchaîne avec le match en équipe Roman Reigns et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper. Il y a une stipulation qui s'est ajoutée au match quelques heures seulement avant le début du pay-per-view. On va avoir ici du coup un tornado match, c'est-à-dire que il
Les équipés vont pas avoir besoin de faire des tags pour rentrer et sortir du ring. Mais tout le monde va pouvoir être sur le ring en même temps, donc ça va nous faire en gros les 4 compétiteurs sur le ring en même temps, et je crois que ça évite aussi les disqualifications. Donc ça a permis d'avoir au début du match principalement la team Harper Rowan qui a dominé en isolant un peu les Roman Reigns et Daniel Bryan. Ils s'en sont d'abord pris pendant tout le début du match à Roman Reigns, et un petit peu après ils s'en sont pris du coup à Daniel Bryan. Un petit peu après, du coup, après avoir fait leur prise, on va dire, du coup, ça a un petit peu tourné pendant qu'ils essayaient, en fait, Rowan et Harper de faire une prise sur Daniel Bryan pour lui faire passer à travers la table des commentateurs. Daniel Bryan a contré la prise et on a Roman Reigns qui a fait un spear sur Eric Rowan pour casser la table des commentateurs allemands. Donc ce qui a été un petit peu le tournant du match. Peu de temps après, du coup, on a eu Roman Reigns qui a fait un Superman Punch sur Luke Harper, plus après Daniel Bryan qui a fait un Running Knee sur Luke Harper, pour finir avec un Spear de Roman Reigns, toujours sur Luke Harper, pour faire 1, 2, 3 et le tomber. Et du coup, victoire de l'équipe Roman Reigns, Daniel Bryan en 17 minutes à peu près. Donc encore faux par rapport au chrono que je vous avais donné. Daniel Bryan n'a pas fait de turn. Je pensais qu'il allait être révélé comme étant le cerveau de l'opération pour essayer de détruire Roman Reigns, mais ça n'a pas été le cas. À la fin du match, Roman Reigns essaye de proposer à Daniel Bryan de se serrer la main. Il n'a pas voulu, il a préféré faire un câlin à la place. Et après on est parti sur des chants, des yes chants par le public avec Daniel Bryan. Donc voilà, donc ça c'était encore un bon match, on était encore bien à ce moment-là. Donc à partir de là, on enchaîne avec le match suivant, Randy Orton contre Ali. Un match qui n'était pas annoncé sur la carte, qui a été annoncé seulement très peu de temps avant le début du pay-per-view également. 12 minutes de match, ça a été très très long. On a un Randy Orton full heel et qui avance à 2 à l'heure. Hein. C'était vraiment très long, même son entrée a été très très longue à Randy Orton. Donc pendant 9 minutes, c'est lui qui domine Ali, du coup, on s'endort un petit peu quand même. Pas grand chose à faire. Jusqu'à peu près à 3 minutes de la fin, où Ali retourne un petit peu la situation, et on essaye de croire un petit peu qu'il peut gagner. Malgré tout, Ali rate plusieurs prises, notamment un 450 splash qui passe à côté. Il contre un RKO ensuite, de très belle manière. Mais voilà, ça change pas grand chose. Juste derrière, on fait une prise et juste derrière, Randy Orton, RKO out of nowhere, 1, 2, 3, et Randy Orton qui remporte ce match qui était très très lent. Du Randy Orton quand il est heal et que voilà, c'est lent, ça avance pas trop. RKO out of nowhere, et puis voilà, on a terminé le match. Pas grand chose, 12 minutes. Pas terrible. Ensuite, on continue avec un autre match qui a été annoncé juste quelques heures avant le pay-per-view. Quelques minutes même avant le pay-per-view. Alexa Bliss et Nikki Cross qui défendent leur titre de championne féminine par équipe contre les Kobashi Warriors, donc Asuka et Kairi Sane. Pareil, là 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles il ne va pas se passer grand chose. A priori, c'est les Kabuki Warriors qui sont heal maintenant, pour nouveauté, on l'a pas vu venir. Donc en gros, elles sont passées méchantes dans ce match, c'est-à-dire qu'elles font des coups un petit peu en douce pour essayer de remporter un petit peu les choses, notamment Kairi Sane qui fait sa marche de pirate à un moment et qui s'arrête au coin du ring pour mettre les doigts dans les yeux de son adversaire pour pouvoir les déstabiliser. Kairi qui rate son elbow drop une nouvelle fois. Et Asuka qui gagne ensuite le match avec une Green Mist. Donc en gros elle va cracher une substance verte au visage de Nikki Cross pour remporter le match. Donc on va avoir des nouvelles championnes féminines par équipe, les Kobashi Warriors. Donc ça, en soi que ce soit elle qui gagne, ça me pose pas de problème. Après c'est bizarre parce que jusque là elles étaient plutôt face les deux, et là elles ont tourné donc dans le match. Voilà, niveau construction c'était pas top quand même ce soir. 10 minutes de match, et du coup voilà, on arrive
à ceci des nouvelles championnes féminines par équipe. Allez, on continue ensuite d'enchaîner pour le reste du pay-per-view, la suite, avec The Original Club, Gallows, Anderson et AJ Styles qui doivent affronter les Viking Riders et un adversaire mystère. Il y a eu beaucoup de spéculations, hein. C'est un match qui était annoncé 1 heure avant aussi. Du coup, ça a pas mal essayé de chercher sur internet qui pouvait être le coéquipier mystère des Viking Riders. J'espérais que ce soit Aleister Black, personnellement. J'aurais bien aimé avoir un retour d'Aleister Black. On avait entendu parler de Sheamus. On avait entendu parler aussi d'un retour de John Morrison, pourquoi pas. Mais finalement, ce sera Braun Strowman qui sera donc le coéquipier mystère des Viking Riders. Et on est parti sur un match assez court, en 8 minutes, qui était plutôt assez sympathique, mine de rien. Hein. Donc on a des bons catcheurs. Celui qui était le plus en dessous, quasiment, c'était Strowman. Voilà, AJ Styles très bon. Les Viking Riders, j'aime beaucoup cette équipe qui était une nouvelle fois très bonne. Fin du match, du coup, le club perd par disqualification puisqu'ils se sont tous attaqués. Enfin, ils sont attaqués. Gallows Anderson se sont attaqués à Braun Strowman alors qu'il n'était pas légal. C'était AJ Styles qui était légal à ce moment-là. Donc il n'y a que lui normalement qui pouvait être sur le ring. Et après quoi, bah du coup, Braun Strowman a détruit un petit peu tout le monde, notamment AJ Styles qui l'a mis KO. Donc après, AJ Styles a simulé en gros le fait d'avoir été un peu KO. C'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être un bon match ceci si on avait eu quand même un coéquipier qui fonctionne bien. Enfin, un bon coéquipier, un Aleister Black, ça aurait été énorme par exemple. Mais là, c'était plus un match pour vendre un angle pour le Monday Night Raw du lendemain. Avec notamment Braun Strowman qui aura du coup un angle avec Tyson Fury, un boxeur qui doit venir à Raw le lendemain. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, on va dire. Donc 8 minutes, mais sinon le match était quand même plutôt pas mal, hein. Ça a été assez rapide. Ça a donné un petit peu la pêche quand même après les 2 matchs qu'on vient d'avoir. S'ensuit à ça un angle dans le backstage avec les Street Profits qui nous font un petit peu un résumé du show comme ils ont l'habitude de faire actuellement. Et on a Tamina qui arrive, enfin pardon, on a d'abord R-Truth et Carmella qui arrivent, et Tamina qui arrive pour faire un pin 1-2-3 sur Carmella pour lui prendre son titre 24/7. Donc c'est un titre qui peut être défendu n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du moment où il y a un ref pas loin, donc voilà. Tamina prend le titre à Carmella en backstage. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce qu'on aura les suites un peu plus tard. On va passer ensuite à un match suivant qui n'a pas été annoncé non plus, à moins de quelques minutes du pay-per-view. Le King, Baron Corbin, qui a remporté le King of the Ring il y a quelques semaines, qui va avoir un match simple contre Chad Gable, donc le finaliste du King of the Ring. Avant le début du match, du coup, Baron Corbin prend un micro pour se moquer de Chad Gable. Il se moque beaucoup de la taille de Chad Gable notamment. Ça va occuper quelques minutes de temps d'antenne par le fait qu'il est beaucoup plus petit que Baron Corbin. Enfin, je suis allé vérifier quand même. Chad Gable, il mesure 1m73, hein, c'est-à-dire qu'il est plus grand que moi, donc je le prends un peu personnellement, on va dire. Voilà, donc pas grand-chose non plus. Un match de 12 minutes où c'était assez lent une nouvelle fois. On espérait un petit peu d'aérien avec Chad Gable et ça n'a pas été trop le cas. À la fin du match, Corbin essaie de l'attaquer avec son spectre, comme ce qu'il y a eu à SmackDown il y a un peu plus d'une semaine de ça. Sauf que cette fois-ci, l'arbitre arrête Corbin et lui enlève son spectre. Ce qui permet ensuite à Chad Gable de faire un roll-up et de gagner ce match. Donc voilà, on va avoir Chad Gable du coup qui remporte le match contre Baron Corbin. On repasse ensuite sur le match suivant, un match qui avait été annoncé et que j'avais pronostiqué cette fois-ci. On va avoir Charlotte Flair contre Bayley. Les 2 catcheuses vont entrer et là, pendant qu'on fait le tour un petit peu de tous les commentateurs des différents pays, comme il y a à chaque pay-per-view en début d'un match, on va avoir Tamina qui va apparaître ici, pas loin de la table des commentateurs internationaux, pour, je sais pas trop pourquoi, elle aurait dû essayer de quitter l'arène normalement avec sa ceinture, et au final elle va se retrouver à croiser R-Truth au bout de la table des commentateurs, là où il y a Funaki, un ancien catcheur de la WWE qui était pas mal jobber notamment. Et du coup, Funaki va essayer de prendre la défense de Tamina, en essayant d'intimider R-Truth en prenant une prise un petit peu, comme s'il se mettait en garde prêt à combattre.
Tamina va pousser Funaki sur R-Truth et il va y avoir Carmella qui va arriver par derrière. R-Truth va faire le pin sur Tamina et récupérer son titre 24-7. C'est lui qui l'aura eu le plus souvent, hein. C'est quasiment un titre qui lui est réservé. Donc voilà, pendant ce temps-là, on avait donc nos deux catcheuses, Charlotte et Bayley, qui sont restées sur le ring à attendre que ça se passe dans le public. Et après ça, c'est parti pour 10 minutes de match. 10 minutes de match où on va voir Charlotte dérouler pas mal sur Bayley. Même si Bayley va essayer de tricher un moment, ça va être assez léger. Et on va terminer par un figure 4 transformé en figure 8 par Charlotte pour qu'elle lui permette de remporter une nouvelle fois le titre féminin de SmackDown. Ça fait le 10e titre féminin pour Charlotte Flair. Donc voilà, on est sur 10 minutes de match. Un match qui n'était pas encore tip top, mais voilà, on a vu Charlotte déballer complètement. Après le match, Bayley était énervée, elle a tapé contre l'escalier qui mène au ring. Presque à pleurer en fait pour la perte de son titre. Allez, on continue d'enchaîner un petit peu sur la suite du pay-per-view. On passe en backstage maintenant pour un petit angle avant le main event. On va voir Charlie Caruso qui va interviewer Chad Gable. On l'appelle Shorty, donc petit, pour l'interroger par rapport à sa victoire. Et il va dire qu'en gros il est content d'avoir gagné et que c'est Baron Corbin qui came short, donc il n'y a pas vraiment de je sais pas trop comment traduire ça en français, mais en gros qui n'a pas réussi à aller au bout donc du match, et du coup ça a permis du coup à Chad Gable de remporter ce match. Ce après quoi il quitte l'interview et il se fait attaquer par Corbin en backstage quelques coups avant l'intervention des arbitres. Donc je suppose qu'on aura un nouveau match soit à Raw soit à SmackDown cette semaine. On va donc passer maintenant au main event de la soirée, Seth Rollins contre Le Fiend Bray Wyatt à l'intérieur de Hell in a Cell. Ambiance. Voilà, la WWE a décidé de faire un match complet avec une lumière rouge qui pète un peu les yeux, je trouvais. C'était pas évident à suivre, j'ai pas du tout aimé cet éclairage. Je sais pas s'il était poussé à la caméra ou quoi, mais c'était pas agréable à regarder, je trouvais, cette lumière rouge. Donc d'ailleurs, moi je vais l'enlever. On va revenir en normal. Un match de 16 minutes pour terminer ce pay-per-view. Je sais pas comment on va décrire ça. C'est un match que je n'ai pas du tout aimé, évidemment. Le problème du Fiend, c'est qu'il a été narré comme étant très fort, avec beaucoup de pouvoir. Et du coup, ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il est censé être beaucoup plus fort que tous les catcheurs de la WWE actuellement. Voilà, il s'est pris des finishers, il se relève à 1. Pourquoi pas. Je vais passer directement à la fin du match. Je pense qu'il s'est passé quelques coups. C'était assez. En soi, le début du match avait l'air d'être assez sympa, malgré la lumière rouge. Mais on va passer directement à la fin du match. On a eu un Sister Abigail avec un Nearfall à un moment. Là, on s'était dit que ça y est, c'était gagné. Après quoi, le Fiend va sortir un grand marteau style Harley Quinn, j'ai envie de dire, de sous le ring pour essayer de taper un peu Seth Rollins. Et alors là, on va passer sur Seth Rollins qui retourne le match. Et là, c'est à partir de là que ça devient n'importe quoi. Seth Rollins va enchaîner 5 fois son finisher sur le Fiend, le Earthstomp, plus un pedigree, plus encore un finisher. Il fait un pin, le Fiend se relève à 1. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire 1, le Fiend est relevé. Normalement, un finisher, il me semble que Brock Lesnar a perdu en 3 fois le finisher, qui est quand même normalement un des plus grands catcheurs de la WWE, un des plus forts en tout cas. Donc là, on a vraiment le Fiend qui est complètement cheaté. Ce sera un personnage complètement cheaté en jeu vidéo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, puisqu'après ça, du coup, après avoir fait donc le relevé à 1, Seth Rollins continue, super kick, 5 autres finishers, coup de chaise sur la tête, on retente un pin, le Fiend est relevé. Donc ça nous emmène quand même à 10 fois son finisher, un pedigree, un super kick, un coup de chaise sur la tête, et mine de rien, le Fiend est toujours relevé à 1. Voilà, on continue. On va sortir une échelle de sous le ring. On va la mettre sur la tête du Fiend avec la chaise, donner des coups. On retente un pin et cette fois-ci le Fiend va être à 2. Il va se relever à 2.
On continue, boîte à outils, la chaise qui est mise entre les deux barreaux d'une échelle, on continue de taper, on tape avec la boîte à outils. Seth Rollins va ensuite aller chercher un marteau sous le ring. Là, au moment où il essaye de taper le Finn, l'arbitre intervient pour dire non, non, fais pas ça, c'est pas terrible. Il réfléchit un petit peu, Seth Rollins, avant de taper finalement quand même. Et là, l'arbitre sonne la cloche. Pourquoi? J'ai envie de dire, on est censé être dans un match sans disqualification dans la Hell in a Cell, censé être violent. Je vois pas pourquoi du coup on arrête le match. Il y a des règles quand même à la WWE, il faudrait peut-être les respecter. Sinon, comment voulez-vous qu'on suive ce qui se passe? L'arbitre arrête le match du coup. Je pense que du coup ça doit être Seth Rollins même qui doit être disqualifié, puisque c'est lui qui donne le coup de marteau. Alors que dans Hell in a Cell, il n'est pas censé y avoir de disqualification. On est là pour normalement voir deux personnes se détruire. C'est ce qui doit se passer dans cette cage. L'arbitre arrête le match du coup. On relève la cage, les secouristes viennent. On a toujours la lumière rouge hein, pour l'instant, on n'a toujours pas changé cette partie-là. Et du coup, à partir du moment où on essaie de mettre sur la civière, le Finn se relève et attaque Seth Rollins avec la prise, les doigts dans la bouche, je ne me rappelle plus le nom pour l'instant. Le Finn d'attaque, Sister Abigail, les lumières qui changent, du sang dans la bouche de Rollins, le public qui crie pour qu'on redémarre le match. C'est n'importe quoi comme fin de pay-per-view. Je crois même qu'il y a des chants AEW à un moment. Alors qu'on est censé être à la WWE. Franchement, c'était nul. J'ai complètement détesté cette fin de match, cette fin de pay-per-view. Avec la principale raison, c'est quand même la disqualification de Seth Rollins dans un match qui est censé ne pas avoir de disqualification. Je sais pas d'où ça vient ça. On a déjà eu des matchs Hell in a Cell qui se terminent en no contest parce que les deux superstars, les deux catcheurs ne peuvent pas se relever suite à avoir donné trop de coups. Ça à la limite je peux l'entendre, mais là Seth Rollins était debout avec son marteau dans la main quoi. Donc je vois pas pourquoi on a arrêté ce match. Bref, 16 minutes avec toujours cet éclairage rouge qui moi m'a cassé les yeux. J'ai eu beaucoup de mal à suivre ce match à cause de ça. Je vais essayer de redescendre un petit peu parce que là je m'énerve. Mais voilà, du coup, c'était vraiment pas le pay-per-view que je souhaitais vous présenter. Hein. J'espérais avoir un bon show pour vous donner peut-être un petit peu envie de regarder le catch si vous découvrez ce genre de choses. Ça peut être très sympa le catch quand c'est bien fait, mais là ça a clairement été très mal booké, très mal écrit. On a un personnage qui est beaucoup trop fort, le Fiend. C'est pas normal qu'un personnage arrive à résister à plus de 10 finishers, pedigree, super kick, des coups de chaise et ce genre de choses, même un coup de marteau sur la tête avec les chaises peut-être au-dessus, mais quand même un coup de marteau. Voilà, je sais pas maintenant comment ils vont retourner ça. C'est-à-dire qu'avec un personnage aussi fort, au bout d'un moment, il va forcément gagner un titre, ce Fiend, ce Bray Wyatt, en étant aussi fort, en résistant à tous ses coups. Puisque s'il ne perd pas, enfin si on peut pas faire un tombé à 3 dessus, forcément il peut pas perdre de match. Donc je vois pas trop ce qui peut arriver. À partir du moment où il a la ceinture, comment on fait pour lui faire perdre? C'est toujours la même chose. On a ici un catcheur qui a été écrit beaucoup trop fort par rapport aux autres. Si on regardait ses stats sur un jeu WWE, il serait mais au-dessus de tout le monde, mais même au-dessus de Brock Lesnar qui est censé être qui est souvent celui qui a les plus belles notes, les plus grosses notes sur le jeu WWE. Bref, voilà. Désolé, je me suis un petit peu énervé à la fin, mais je sais pas trop. Je sais pas ce qui est passé à travers l'esprit de Vince McMahon là-dedans en disant on va faire ça. Personnellement, j'ai voté pour que le Finn gagne le match. Je pensais que ça allait être ça. Parce que justement, il était déjà booké comme étant beaucoup plus fort. Et je pensais que du coup, Seth Rollins allait aller à SmackDown avec Becky Lynch. A priori, ce sera peut-être pas le cas. On verra ça à partir de vendredi à Friday Night SmackDown pour le draft qui enchaînera ensuite sur le lundi suivant. Donc ça fait le 11 et le 14. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce pay-per-view Hell in a Cell. On va espérer que les prochains pay-per-views soient mieux. La prochaine fois qu'on se verra pour des pronos de la WWE, ce sera pour Crown Jewel, donc en Arabie Saoudite.
Déjà ça part mal parce que l'Arabie Saoudite ça a jamais été prouvé comme étant des bons shows, hein. Jusque là ça a toujours été pas terrible. Donc voilà, ce sera le jeudi 31 octobre. Donc bah écoutez, on se retrouvera quelques jours avant pour qu'on puisse faire un petit peu les pronos de ce qui se passera à Crown Jewel et la review quelques jours après. Également sur le même week-end, donc le dimanche, on aura la AEW avec son pay-per-view Full Gears. Donc là peut-être que ce sera mieux. Les pay-per-view de la AEW pour l'instant c'est plutôt pas mal je trouvais. Donc voilà, on va espérer que ce soit mieux écrit que ce show de la WWE. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se retrouve nous en fin de semaine. J'essaierai de vous présenter des pops. Prochaine vidéo ce sera des pops. Donc peut-être vendredi ou ce week-end. Je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de préparer ça. Vu qu'on parle de catch, je vous présenterai un set de la WWE. J'ai reçu pas mal de pop dessus, donc j'en ai avoir 6 ou 7 à vous présenter. Donc on verra ça en fin de semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu quand même, malgré la qualité du pay-per-view. Comme je vous disais, c'est dommage, ça partait pas mal. On a eu 2 bons premiers matchs et puis après c'est fini quoi. Après ça s'est écroulé. Ça arrive. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur Pop Up Vlogs. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.